L'adaptation climatique et les financements pour les collectivités, voilà le grand thème de cette première partie de Smart Impact avec Nathalie Appéré. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes maire de Rennes et présidente de la communauté Rennes Métropole. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Landel, bonjour. Vous Bonjour. êtes le directeur général d'Agence France Locale, qui est la banque des collectivités. Et puis alors, vous connaissez bien cet événement parce que je crois que vous avez participé à la création de France Urbaine. J'accueille également Philippe Roubalet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire. On est chez vous dans votre département. Et Sacha Kettler, bonjour et bienvenue. Heureux de vous accueillir, vous êtes le directeur du site Michelin à Blanzy. Blanzy, c'est pas trop loin d'ici, ça va? C'est pas très loin. Bon, la route n'a pas Non. été trop longue. Pas du tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un mot de cet événement, France Urbaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la région d'une manière générale? Alors, France urbaine, c'est pour l'ensemble des territoires urbains, grandes villes et métropoles, une occasion de réflexion commune, de partage, mais aussi de messages que nous avons à adresser singulièrement au niveau de l'État et au gouvernement, puisque il y a pas mal désormais de messages il y à a faire passer. un gouvernement. C'est le sens de notre association, et ces journées sont véritablement un moment fort, avec à la fois les rencontres de l'ensemble des élus, mais aussi des équipes et des partenaires qui font au quotidien les territoires urbains. Et dans ce contexte particulier, au moment où se prépare par ailleurs une loi de finances et un budget à l'échelle de l'État, c'est l'occasion de dire ce que sont les préoccupations, les attentes des territoires urbains. Olivier Landel, pourquoi il a été créé? Pourquoi France Urbaine a été créée? Et puis, depuis quand est-ce qu'on y parle finalement environnement, transition environnementale, transformation environnementale depuis le début? On y parle depuis le début, mais avant le début, puisque France Urbaine est issue de la fusion de deux associations qui préexistaient. L'Association des communautés urbaines de France, je la cite parce que nous sommes dans un territoire, dans une communauté urbaine qui, depuis 30 ans, 40 ans maintenant, est communauté urbaine. Donc c'est des historiques ici, et il faisait partie de cette association dont j'ai pris la direction en 2002, rendez-vous compte. Et il y avait l'association des maires des grandes villes de France, ceux qui n'avaient pas encore ce statut de communauté urbaine qui regroupe des compétences de plusieurs communes dans un même bassin, en fait. On a fusionné ça en 2016. Mais je me rappelle déjà avoir produit un document en 2006, les communautés urbaines engagées pour un développement durable. Et on n'était pas les pionniers. C'est-à-dire que la question de l'environnement, de l'économie liée à l'environnement, du social lié à l'environnement, etc., est déjà très présente dans les collectivités locales. Et évidemment, ça fait partie des fondamentaux de France Urbaine. Philippe Roubalet, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics dans un cadre comme celui-là? Parce que des entreprises qui s'engagent, moi j'en reçois tous les jours dans mon émission, qui ont pris un cap, qui sont même pour certaines en train de faire muter petit à petit leur modèle économique. Est-ce que vous êtes parfois, et certaines des entreprises de la région, handicapées par l'absence de cap politique clair, ou est-ce que finalement vous dites mais on n'attend plus, on avance quoi? Alors c'est clair que l'absence de visibilité, ça pénalise quand même beaucoup les entreprises. Le secteur économique dans sa globalité est perturbé par ça. Les perturbations ne sont pas synonymes de défection ou de désengouement du monde économique par rapport aux problématiques actuelles. Mais c'est une inquiétude, ça c'est vrai, un premier point. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a le problème des finances. C'est sûr que quand on parle d'environnement, on s'attend à avoir des nombres de zéros qui s'accumulent derrière un chiffre. Donc ça fait peur. Et dans le cadre des chambres de commerce, notre mission, c'est d'arriver à lever un certain nombre de choses, servir de terreau pour des nouvelles activités, déclencher des nouveaux mécanismes, revenir aussi sur, on ne parle pas d'innovation, mais revenir sur des choses qu'on faisait avant. Je vais citer les problèmes d'eau. On a découvert des tas de choses au Moyen-Âge, par exemple, qu'on refait maintenant. Donc il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais revenir sur des choses qui sont des solutions d'antan. Là-dessus, il y a des tas de métiers à réinventer ou à créer. Bien sûr, on n'a pas les mêmes capacités scientifiques ou techniques qu'au Moyen-Âge à l'époque. Par contre, il y a cet écosystème à créer.
dans cet écosystème, il y a des tas de nouveaux métiers qui se créent, il y a besoin des territoires, l'imbrication de l'entreprise dans son territoire est extrêmement importante. On ne peut pas avoir un développement d'une entreprise sans son territoire, et le territoire a besoin des entreprises. Donc aujourd'hui, on découvre maintenant par la force des choses qu'on a besoin d'être dans le même bateau, on a besoin de ramer dans le bon sens, donc on trouve des similitudes, des convergences de projets, d'objectifs. Ça a du sens. Et le dernier point, c'est que par rapport au niveau financier, c'est pas parce qu'on parle d'environnement que ça coûte très très cher. Il y a des pays qui sont avec des PIB très très faibles, qui sont à la pointe de l'environnement. Donc il y a des choses qu'on peut faire, c'est pas forcément synonyme de coûts exorbitants. Ouais. Sacha Kettler, est-ce que vous attendez des financements publics pour faire évoluer un site comme le vôtre? La réponse est un peu dans la question. J'imagine que non, mais et peut-être on peut s'appuyer sur l'exemple du site Michelin que vous dirigez. À quel point vous l'avez fait évoluer pour réduire sa consommation, on va dire, consommation d'électricité, consommation d'énergie, consommation d'eau, etc., etc. Bon, merci déjà pour l'invitation et merci pour la question. Je pense d'abord, c'est une question aussi optimiste. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a des équipes sur nos entreprises qui sont très, très engagées et qui voient aussi qu'est-ce qui se passe autour d'eux pendant la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je ne dirais pas il faut trop attendre, mais la bonne nouvelle, c'est plutôt on n'a même pas nécessité d'attendre parce que tous les projets qu'on a pu réaliser les dernières 5 ans sur le site, sur l'eau, sur le net zéro CO2, sur la biodiversité, on l'a fait en bonne collaboration avec aussi les services publics. Et je pense, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'on peut avancer ensemble? Je pense qu'on a tellement des bons exemples où on a déjà avancé bien. Par exemple, si vous voulez, je vous cite trois. Pour l'eau, avec l'agence de l'eau de Loire-Bretagne, qui est vraiment, vraiment très engagée, où on a réussi de lancer un projet qui s'appelle Hydraloop, qui a mis un site qui consomme énormément de l'eau, qui aujourd'hui circuit fermé, c'est ça? Circuit fermé, où on a démontré en peu de temps, et on a ouvert en juin 2025, de réduire nos consommations d'eau de 80%. Mais ça, si vous le faites tout seul, ça ne marche pas? Vous avez besoin de l'agence je pense un projet comme ça a 2 avantages. Première chose, si on fait ensemble, on donne aussi le bon exemple pour ceux qui ne peuvent pas peut-être avancer dans la même vitesse que nous. Et à la fin, c'est quand même aussi un sujet qui touche automatiquement les sujets de nature. Il ne reste pas sur un périmètre entreprise. Les sujets qui touchent la nature, le CO2, l'eau, la biodiversité, ils ne s'arrêtent pas à une entreprise. Et même à l'extérieur de l'entreprise, vous savez, la flore et la faune, elles rentrent dans vos sites. Hein. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? C'est pour ça, je pense, ça reste un sujet qui est absolument collectif. Et je pense qu'on a des bons exemples qui ont déjà fonctionné. On en prendra d'autres, évidemment. Nathalie Appéré, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, on va parler du plan national d'adaptation au changement climatique. Mais est-ce que vous en voyez la couleur de ce... Parce que c'est le numéro 3, je crois, le PNAC 3. Il existe effectivement un plan d'adaptation, comme il existe une stratégie nationale bas carbone. On a besoin de fait ces grands textes qui permettent de se donner des objectifs et qui listent un certain nombre d'outils pour y arriver. Simplement, ce qu'il manque véritablement à l'échelle nationale, c'est le financement. C'est une démarche de planification avec en face des moyens. Parce que si on veut atteindre les objectifs, il faut des moyens. C'est vrai que tout ne coûte pas. Et il y a un certain nombre d'évolutions qui sont possibles en dehors d'investissements singuliers. Vous avez raison de le signifier. Néanmoins, si on veut véritablement être au rendez-vous des accords de Paris, je ne crois plus que ce soit désormais possible. Mais en tout cas, d'un réchauffement compatible avec une activité humaine, eh bien, on a malgré tout un mur d'investissement devant nous. On avait ce rapport Pisani-Ferry-Maflous, par exemple, qui évalue à 66 milliards par an la nécessité d'investir c'était entre 2023 à l'époque et 2030, pour être au rendez-vous de l'adaptation comme de la diminution des émissions de carbone. Et c'est quoi ces investissements?
c'est précisément des investissements dont nous, collectivités, et particulièrement les grandes villes, sommes en situation de faire. Ça veut dire que c'est les infrastructures, voilà, c'est ça, réseau de c'est transport. les infras, c'est les réseaux de transport, c'est le mode de production de l'énergie, c'est les réseaux de chaleur, c'est la désimperméabilisation, la végétalisation, c'est la rénovation thermique des bâtiments, c'est la décarbonation des modes de production, un ensemble de choses qu'on sait faire en fait. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à inventer. On n'est pas dépourvu ni d'idées, ni de solutions, ni de leviers. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a ces investissements à financer dans un moment où, en ce qui nous concerne, là où nous représentons près de 70% de cet investissement public. Nos moyens sont en diminution, mais surtout, nous sommes, et c'est un des messages qu'on adresse, nous sommes des nains fiscaux. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où il faudrait pouvoir investir massivement, sinon on ne rattrapera pas ce temps-là. Et chaque tonne de CO2 qui est émise ne se rattrape pas. Elle continuera à être émise. Et pour pouvoir faire ça, il faut le financer, il faut de fait les ressources qui le permettent, des ressources qui en plus soient correctement réparties, parce que justice sociale et transition écologique vont de pair. Si c'est toujours au même de payer la transition écologique, alors on voit bien que ça ne marche pas. Et donc ça pose la question fiscale, là où précisément nous n'avons pas les leviers fiscaux, et nous avons aujourd'hui un niveau d'autonomie financière qui est extrêmement réduit. Il y a quand même la question du signal qui est envoyé par l'État, Olivier Landel. Alors là, on est au début de l'examen d'un budget que beaucoup, notamment des associations de défense de l'environnement, présentent comme très peu ambitieux en matière écologique et environnementale. Une sorte de retour en arrière. Est-ce que ce message, on va voir ce que nous donnera le budget dans quelques semaines ou quelques mois, mais est-ce que ce message, il diffuse, il infuse en quelque sorte au niveau local? Ou pas, d'ailleurs? Moi, j'ai peut-être une vision un peu plus optimiste que ça pour observer depuis des décennies les collectivités locales. J'ai l'impression que ce retour en arrière, pour le dire en français, qu'on commente, retour beaucoup, de bâton, retour en arrière. Voilà. Moi, je ne le vois pas au niveau des territoires. Je vois toujours la volonté d'avancer. Évidemment, s'inquiétant des moyens permettant de le faire, et ces moyens, on va voir le budget, aujourd'hui, ils sont très sévèrement potentiellement réduits, mais la volonté de faire, de trouver des solutions pour faire mieux, elle continue d'être là. Je donne un exemple, mais Nathalie Apparet pourra sans doute mieux le développer que moi. De plus en plus de choses aujourd'hui se font entre collectivités dans le cadre d'alliances des territoires. C'est-à-dire on trouve des partenariats entre collectivités pour pas faire chacun de son côté et faire ensemble. Ça a été évoqué avec les entreprises, c'est pareil. Donc de plus en plus, finalement, plutôt que de réfléchir chacun de son côté au niveau des territoires, on arrive à trouver des solutions plus économiques au niveau des territoires. Et ça, on le peut moins bien, ça peut peut-être paraître paradoxal, moins bien sans doute lorsque l'État central continue de s'en mêler. Il ferait mieux de nous laisser faire, de nous faire confiance. On fera des bêtises, hein. Mais globalement, on fera sans doute plus de choses efficaces. Et si on avait effectivement un retour à une autonomie fiscale en plus, bah là, je pense qu'on accélérerait vraiment les choses. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Roubalet, qu'on est à une sorte de moment charnière? C'est-à-dire que les premières, puisqu'on parle de planification, on essaye de se projeter un peu dans le temps, les premières économies, entre guillemets, faciles, ont été faites par les entreprises. On change l'éclairage, on passe au LED, ça, il y a un retour sur investissement rapide. Ensuite, il y a la question de l'image de l'entreprise et du fait d'afficher cette ambition environnementale. C'est plus facile pour recruter, pour garder des salariés. Puis là, on arrive un peu dans le dur des investissements qui ne rapportent pas tout de suite, mais qu'il faut faire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à ce moment critique là? Alors, je pense que c'est un moment qui glisse, en fait, hein, suivant les thèmes et suivant les enjeux actuels. Hein. Je dirais qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on a quelque chose qui est... on fait une transition lente, on va dire. On va, entre guillemets, habiller la mariée. Ouais. Donc, on va changer les LED, les ampoules à incandescence par des LED. Donc là, c'est vrai que ça donne un effet qui est immédiat et c'est très rapide.
les investissements sont légers. La deuxième chose, c'est de changer, on change de marié, si on peut dire. Et donc là, on revoit un peu le concept. Donc on rebat les cartes, on nettoie la table, et là, on regarde un peu quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Ça peut aller jusqu'au modèle économique d'une entreprise. Alors complètement. Parfois. Donc là, on est sur des notions de modèle économique, on est sur des notions, on parle d'environnement, on parle en général de façon assez proche de la RSE. De tout ce qui va être liaison avec les entreprises, les façons de faire, les comportements. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus profond, parce que là, on va changer, il va falloir faire évoluer les mentalités. Donc là, il va falloir impulser les choses. Et là, on travaille vraiment sur du fond. Je reviens un peu sur la notion de lien avec les territoires et les entreprises. À un moment donné, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble pour arriver à faire en sorte que ça marche. Vous avez un exemple peut-être d'entreprise du département qui justement est... soit l'a déjà fait, soit est en train de faire vraiment évoluer son modèle économique avec cette ambition ou cette volonté environnementale. Ouais, alors par exemple, moi je vais citer des gens que je connais par le biais de mon entreprise. Une entreprise qui cherche à récupérer l'eau de pluie et qui à un moment donné s'aperçoit que c'est pas suffisant. Et on s'aperçoit que simplement en changeant, on change pas les usages, hein, on change la façon de s'approprier les usages. Donc là, on intervient sur la pédagogie et sur des habitudes des gens. On s'aperçoit qu'on arrive à diviser par 2 la consommation d'eau. Je vais prendre un exemple qui est tout simple. Quand on se lave les dents le matin, on va utiliser une certaine quantité d'eau, sans jugement aucun. On s'aperçoit, si on fait des efforts, on divise par 2 cette quantité d'eau. Et on s'aperçoit que ça ne change rien. Et puis, si on refait des efforts, on se dit, je vais encore diviser par 2. Et on s'aperçoit que ça ne change toujours rien. Et ça, on peut le faire peut-être 5, 6 fois. On s'est toujours bien lavé les dents. On s'est toujours bien lavé les dents. Le but est toujours atteint, sauf qu'on a divisé 3 ou 4 fois par 2 la quantité d'eau consommée. Donc là, c'est bien un signe que ce n'est pas la quantité d'eau qui est importante, c'est la façon d'utiliser, c'est la façon de l'usage. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de laisser le robinet ouvert quand ils se lavent les dents. Et puis il y en a d'autres qui sont hyper économes et qui ont simplement un demi-verre d'eau. Voilà, donc ça, c'est un changement de mentalité. Vous en êtes où, Sacha Kettler? Alors, chez Michelin en général, mais on va prendre l'exemple du site que vous dirigez, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quelle phase d'effort vous en êtes aujourd'hui? Je pense qu'on est très bien avancé, mais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années qu'on est sur un pays qui est quand même un pays high cost. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous faites votre stratégie, vous êtes compétitif au simple billet de coût? Et la réponse on se donnait, à bonne ou mauvaise raison, c'était seulement les coûts ne vont pas suffire pour concourir avec un cadre européen. Est-ce que c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les pays nordiques? Est-ce qu'on peut concourir à ça? Non. Aujourd'hui, les sujets environnementaux sont clairement les sujets qui ont un investissement dans l'avenir d'un site industriel, on a 40 hectares à peu près, 20 hectares bâtis, 1200 salariés, et qui nous protègent à un parti de toujours rester avec un pied sur la compétitivité. La chose qui est vraiment assurée en Europe, c'est de donner le cadre avec un peu de liberté, comme on a dit. Il y a le freedom in the box, ça c'est important. Le gouvernement, le législateur est là pour donner le cadre, mais aussi pour faire respecter les cadres par tous les acteurs. Pas que les acteurs locaux, mais aussi pour les acteurs qui ont tendance peut-être de jouer aussi sur notre terrain. Je prends les Chinois, si vous voulez, mais bien évidemment, aujourd'hui, si vous avez une entreprise en France qui travaille sur son respect de l'environnement, sur l'eau, sur le CO2, sur la biodiversité, bien évidemment, pour les produits qui sont concurrentiels sur le même marché, on doit avoir un cadre qui assure aussi que les autres produits qui existent sur le marché sont dans la même mesure regardés et aussi challengés. Donc on en revient à l'idée d'une taxe carbone européenne, en fait, ou en tout cas d'un effet miroir, d'une réciprocité qui nous permette, si on importe des produits, que ces produits respectent à minima les règles que nous, on s'impose. Bien évidemment, je pense qu'on a un marché qui est extrêmement fort au niveau international et je pense à l'heure où on se parle, on peut se permettre aussi d'être un peu plus fort dans notre position et voilà, et ne pas avoir juste peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Maintenant, j'ai 2 côtés dans mon cœur. Je suis allemand, maintenant je suis depuis un certain moment en France.
c'est deux approches différemment de l'économie. Les Allemands, on a battu notre économie pour être ouverte, pour faire du business avec tout le monde et pour être présent sur tous les continents. Maintenant, la France, bien évidemment, a la tendance de protéger beaucoup plus le marché européen. Je pense, à l'heure actuelle, la vérité, elle est entre les deux, mais il y a plutôt du optimisme de prendre l'environnemental vraiment comme un axe de progrès et de compétitivité pour l'avenir. Parce que c'est incontestablement, aujourd'hui, on est dans un passage, et ce n'est pas une raison pour attendre, où on doit investir sur les projets environnementaux, mais probablement le client va le valoriser dans 5 ans. Maintenant, il faut passer sûrement quelques années où le payback n'est pas aussi évident que pour un projet de productivité classique comme on le connaît. Ouais. Nathalie Appéré, il y a un autre, parce que moi j'essaye de lister comme ça les ambitions nationales et leur réalité. Il y a par exemple la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on attend depuis, la nouvelle, qu'on attend depuis, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, avec tout un certain nombre de secteurs qui avancent, évidemment. Est-ce que vous, à la dimension d'une ville ou d'une communauté comme Rennes, vous en sentez les conséquences de cette inertie sur des projets, la loi elle-même, non, puisqu'elle ne vient pas. Mais sur des projets que vous engagez et sur lesquels vous dites, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que les industriels nous suivent, est-ce qu'ils ne nous suivent pas, puisqu'ils attendent un cap national. De fait, avec des projets qui continuent à avancer, pour les collectivités, pour les entreprises, pour les citoyens aussi, y compris sur l'énergie, qui prennent en main ces évolutions. C'est quoi? C'est des investissements sur les réseaux de chaleur, c'est la manière dont on va favoriser des productions d'énergie renouvelable davantage sur le territoire. Et quand je dis les citoyens, les boucles d'autoconsommation collective, par exemple, c'est vraiment des choses qui explosent au bon sens du terme et vraiment des évolutions qui se font. Et pour autant, je ne voudrais pas laisser penser que le retrait, l'inertie de l'État, voire une forme d'obstructionnisme de la transition dans certaines politiques publiques est sans effet. C'est-à-dire que concrètement, les diminutions d'un certain nombre de fonds ou de subventions de l'État sur des projets, oui, ça a des conséquences. Quand l'ADEME fait des coupes sombres dans le fonds chaleur, eh bien, ça a des conséquences sur l'investissement. C'est-à-dire que vous avez des projets en cours et dont le financement est... il faut revoir le modèle économique, dont le financement n'est pas assuré. Donc, parfois, la question du go, no-go se pose véritablement. Lorsque le fonds vert, qui était l'outil qu'on nous avait vendu à nous, collectivités, comme étant l'alpha et l'oméga du financement de la transition écologique, et de fait, il a fondu comme neige au soleil, quand finalement... au moment de décider d'appuyer sur le bouton sur un projet, on se rend compte que le taux de subvention, il n'est pas de 30% comme attendu, mais il devient 5%. Eh bien oui, on est obligé de se poser ces questions. Lorsque sur la rénovation thermique des bâtiments, alors que nous revendiquons depuis très longtemps à l'échelle de France urbaine le fait que c'est vraiment au niveau de nos territoires qu'on pourrait mettre en place des politiques efficaces de rénovation de l'habitat social comme de l'habitat privé. Eh bien, quand MaPrimeRénov', les règles changent tous les 3 mois. De fait, c'est autant de décisions qui ne sont pas prises. Donc oui, ça avance et oui, on fait sans aujourd'hui, sans ambition aucune de la part de l'État central en matière de transition écologique, mais on pourrait faire beaucoup plus vite si on faisait avec. Ouais. Allez, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais qu'on termine sur une note la plus positive possible et que chacun d'entre vous nous donniez un bon exemple d'évolution de soit une entreprise qui a réussi à faire évoluer son modèle, des bonnes pratiques à partager. Je commence avec vous. Il se trouve qu'on documente ça en ce moment même avec une étude qui est pilotée avec des élèves administrateurs de l'INET, vous savez, ceux qui forment les futurs cadres dirigeants des collectivités locales. On fait ça chaque année. Cette année, le thème, c'est financer la transition écologique par l'alliance des territoires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve, ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, voilà. Donc cette étude-là est en cours, je ne vais pas vous citer d'exemple, mais tout sera documenté dans les prochaines semaines.
Bon, donc inventer une fiscalité à la dimension Oui, des et puis territoires. des coopérations territoriales Ouais. pour être plus efficaces. Allez, Sacha Kettler, un bon exemple. Garder l'optimisme sur le travail ensemble avec le public et le privé, parce que ensemble on peut aller encore beaucoup plus loin et on a déjà démontré, et je pense les exemples sur le CO2, sur l'eau, avançons nous sur ces sujets-là, et je pense il ne faut pas avoir peur de toujours rester dans les Donnez-nous stéréotypes. un exemple dans votre, sur Très bien. votre site. L'exemple très clair, c'est aujourd'hui le projet avec l'eau. Réduction de consommation de l'eau de 80%, ça représente à peu près 1000 foyers sur le territoire qui peut utiliser l'eau qu'on a consommée avant, avec 4 personnes. Deuxième sujet, avec l'ADEME, on a réussi de lancer un projet ensemble pour créer un site net zéro CO2 et en France. Bon, ben voilà, allez, du positif. Philippe Roubalet, un exemple. Alors un exemple, l'exemple c'est on est sur la communauté urbaine Creusot-Monceau et c'est un bon exemple. On est sur une mixité entre les entreprises. On a à la fois de la PME, de la TPE et aussi des très grosses entreprises qui sont là, cité Framatome, Michelin et compagnie. Donc là on voit que assis autour de la table, on a un représentant de Michelin, énorme groupe, et moi je dirige une PME locale de 18 personnes et voilà, on arrive à travailler ensemble. On arrive à discuter ensemble, on arrive à voir qu'on a des objectifs communs, et quand on est sur la même table avec les gens de la collectivité, on y arrive. Et à titre personnel, nous, depuis, on a mis en place une installation pour récupérer de l'eau de pluie sur la communauté urbaine, nettoyer les camions poubelles depuis 2017. Et c'est tous les jours à peu près 8 mètres cubes d'eau qui est économisée. Voilà, c'est un exemple. Bonne nouvelle, la France progresse dans la reuse, comme on dit, la réutilisation des eaux grises, alors qu'on était très très en retard. Je vous donne la parole pour conclure. Le prochain bel investissement de Rennes ou de Rennes Métropole. Alors, il y en a beaucoup, mais peut-être un exemple issu aussi du champ économique. Je pense par exemple à l'évolution d'une zone économique chez nous qui accueille Stellantis et qui était le lieu de la production industrielle automobile par excellence à l'échelle du territoire rennais, voire de l'ensemble de la Bretagne. Tout un travail avec l'ensemble des acteurs économiques pour faire de cette zone industrielle, au sens ancien du terme, un lieu de la production décarbonée autour des mobilités durables comme autour de la construction durable. Et de fait, c'est de la compacité, c'est-à-dire une zone où les entreprises font ce travail de s'implanter avec moins de foncier, mais aussi en utilisant moins de ressources, moins d'eau, des productions d'énergie collectives, et on vient diminuer l'impact carbone de la production industrielle avec davantage d'emplois. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact depuis les 8e journées nationales France urbaine. Merci de votre fidélité à Bismart for Change. À très vite.